Et je vais commencer par appeler Marine Loargan, qui est responsable de l'unité mécanisation, automatisation et imagerie capteur au CTIFL. Elle est où? Elle est là. Chope un micro et choisis ton siège. Marine, c'est une filière où il y a beaucoup de tâches, on va dire, manuelles, la filière des fruits et légumes. Est-ce que on s'imagine que c'est là où justement il y a peut-être un besoin de robotique plus important? Il y a une envie de robot plus importante dans cette filière? Alors, il y a une demande. Ça fait clairement partie des priorités en termes de machinisme, le développement de solutions alors automatisées ou robotiques pour pallier voilà, toutes les thématiques de manque de main-d'œuvre, pénibilité, etc. Puisque donc, en fruits et légumes, on va avoir des tâches, enfin deux grosses tâches en récolte et en désherbage qui vont nécessiter énormément qui vont être manuels, qui vont donc générer beaucoup d'heures de travail et ensuite qui vont aussi Qui sont pénibles. forte pénibilité et qui vont créer un coût aussi réellement pour l'exploitation. Ça, c'est pour le volet récolte, notamment, mais désherbage également. On a en tête l'élite désherbage, là où on voit les gens allongés par terre, justement pas par terre, mais sur des machines qui permettent de désherber à la main quand on est dans des systèmes en bio notamment, et puis même pas que, parce qu'il y a par ailleurs des retraits de certaines molécules qui touchent plus particulièrement ces filières-là. Voilà, donc fruits comme légumes, on va avoir, jusqu'encore très récemment, on désherbait énormément en chimique. Et là, typiquement, avec le retrait de certaines molécules, on va chercher à mécaniser de plus en plus. Donc, on peut avoir des outils qui nous permettent de mécaniser soit dans l'interrang, soit dans le rang, qui vont augmenter le temps de travail. Donc là, on peut encore avoir les équipes, etc., mais qui vont, ça a déjà été abordé ce matin, mais qui vont augmenter le coût et qui vont poser aussi la question de la disponibilité du personnel. Et on va avoir aussi de plus en plus des réglementations qui peuvent être contraignantes sur des heures, par exemple, de traitement, qui vont obliger des fois les exploitants à venir protéger leur culture sur des horaires décalés. Et la question d'avoir aussi donc, des robots ou des outils automatisés qui peuvent... on parlait des robots d'élevage ce matin pour les exploitants qui n'avaient plus à traire tôt le matin ou tard le soir. Et ben là, on pourrait se poser la même question pour justement, si demain il va falloir venir traiter à des horaires plus favorables pour la biodiversité, pour protéger la biodiversité ou autre, pourquoi pas venir automatiser ces choses-là. Merci Marine pour cette première introduction sur les enjeux, pourquoi les robots sont attendus dans cette filière. Je vais maintenant appeler Simon et Sonia Merag, j'espère que je prononce bien leur nom. C'est ça, j'aurais dû vous demander tout à l'heure, j'ai oublié. Mereg, en plus je crois que je vous l'ai déjà demandé quand j'ai fait la visio et j'ai oublié de le noter. Merej. Allez, je vous invite à vous installer. Tous les deux, prenez le canapé, chacun son micro. Vous êtes tous les deux agriculteurs en betterave et plantes médicinales, en bio, et vous bossez en CUMA. Donc vous cumulez plusieurs casquettes qui nous intéressaient pour mieux comprendre vos usages de la robotique agricole. Justement, quelques mots peut-être sur l'exploitation, déjà. Lancez-vous, l'un ou l'autre. Donc au niveau de l'exploitation, nous on a une exploitation en bio de 115 hectares tous les deux, qui était à la base orientée grande culture. On travaille dans un groupe en CUMA avec 9 autres exploitations. On est sur un assolement commun de 1200 hectares, ce qui nous a permis de développer de la production de légumes de plein champ, de plantes aromatiques et de betteraves sucrières. Et donc, vous avez été amené à utiliser un robot. Quel a été le déclencheur, si on reprend la boucle qu'a décrite Pierre à l'instant, quel a été le déclencheur, Sonia, de l'acquisition du robot chez vous ? En fait, ça a été grâce à la production de légumes, c'est là qu'est notre valeur ajoutée. Et en fait, on passait beaucoup d'heures de désherbage manuel en bio. Et c'est vrai qu'on s'est dit que il fallait vraiment qu'on arrive à limiter la pénibilité de nos chantiers pour fidéliser nos équipes. On embauche à peu près une quarantaine de saisonniers par an qui nous font 16 000 heures. Donc, il fallait vraiment qu'on arrive à limiter la pénibilité pour les fidéliser, parce que sans eux, c'est compliqué. Et puis, il y avait aussi quand même des aspects économiques. Ça nous a permis de nettement baisser le nombre d'heures hectares et du coup de faire des économies. C'est pour ça que, tout à l'heure, quand je suis intervenue, le retour sur investissement, il est arrivé assez vite. Et pour reparler amortissement, on a vraiment souhaité prendre
durée d'amortissement courte. Hein. Donc nous, ces machines qui valent 100 000 €, on les amortit sur 5 ans. Parce qu'en fait, on avait toute cette incertitude derrière de comment allait évoluer la technologie, est-ce que ça allait être fiable. Enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup d'inconnus. Donc, on était parti sur une durée relativement courte, mais malgré tout, on arrive à rentabiliser l'investissement. D'autant plus que, et Simon, je crois de mémoire que c'était vous qui m'aviez dit ça, ça a généré des bénéfices induits avec des nouvelles marges de manœuvre qui vous ont été offertes, notamment autour de la betterave bio. Oui, tout à fait. Oui. C'est une production qu'on avait arrêtée au moment du passage en bio, dû à ses coûts de production, et ça a permis de réintroduire cette culture. Est-ce que vous faites 100% du désherbage avec les robots aujourd'hui ? Ça y est, il n'y a plus d'outils de travail mécanique ? Non, j'imagine. Sonia ou Simon, comme vous voulez. C'était une appréhension, Sonia qui est plus au contact des équipes de saisonniers, c'était une appréhension de notre personnel au moment où ils ont vu arriver les robots. Maintenant non, c'est pas possible parce que il y a des questions pratiques. C'est du matériel léger qui n'a pas les mêmes capacités de pénétration dans le sol. Il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, on est obligé quand même de garder à l'heure actuelle le matériel traditionnel qu'on a en termes de binage. C'est-à-dire au-delà d'un certain stade, on n'arrive pas à... Si les adventices ont dépassé un certain stade, là, le robot ne fait plus l'affaire, c'est ça ? Le développement de la culture, le fait... L'état du sol, j'imagine aussi. L'état du sol, le fait de passer régulièrement sur les mêmes profondeurs, il y a le sol qui se raffermit. Enfin, il y a plein de facteurs qui ne sont pas forcément... c'est à l'usage où on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se permettre au jour d'aujourd'hui de se passer du matériel traditionnel. Donc vous êtes, voilà, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'avez pas abandonné un tracteur au profit d'un robot. Et je crois même que vous êtes super bien équipé en termes de bineuses. On est équipé, du fait qu'on soit équipé en cumin intégral, ça nous a permis. Le premier pas pour nous, ça a été les bineuses à guidage caméra, donc qui était déjà un peu une révolution dans notre parc matériel. Le robot, c'est arrivé en second temps par une approche qui était le matériel habituel ne nous permettait pas de faire certaines choses. Le robot nous a permis un fonctionnement différent avec une rupture technologique, sortir du schéma tracteur matériel. Et c'est pour cette question-là qu'on a franchi le pas. Ouais. On reviendra sur l'organisation du travail chez vous, la notion de cumin intégral qui me semble importante à expliciter. Je vais maintenant appeler Thomas Leborgne, qui est chargé de mission agroéquipement. Il a posé une question tout à l'heure. Il travaille donc chargé de mission agroéquipement, mode de production à l'Institut technique de la betterave. Allez, lui aussi, il a le droit à quelques applaudissements, histoire de meubler son arrivée. Thomas, on va parler du coup aussi avec vous grande culture. On disait que les robots, en tout cas jusqu'alors, étaient principalement sur des cultures spécialisées. Là, on a des cultures sarclées avec la betterave. Est-ce que, à quel enjeu ça répond la robotique agricole en betterave ? Nous, spécifiquement en betterave, et c'est ce qui a été dit par Simon et Sonia, en fait, c'est quand la filière bio s'est développée. Il faut savoir qu'en betterave, en fait, la concurrence avec les adventices, c'est l'enjeu majeur, qu'on soit en conventionnel ou qu'on soit en bio. Et en fait, le robot permettait de répondre à des impasses techniques auxquelles on pouvait faire face dans des ITK où on n'arrivait pas forcément à désherber sur le rang, à désherber à des stades assez tôt. Et du coup, la technologie robotisée a permis de répondre à ces impasses-là, on va dire. Parce que jusqu'alors, on ne pouvait pas faire du désherbage un peu à l'aveugle. C'est ce qu'on voit dans d'autres... en betterave sucrière, c'est assez technique parce qu'on sème déjà pas très profond, à 2,5 cm de profondeur, voire 2 cm. Donc quand on veut faire un passage par exemple d'hersétrie à l'aveugle, il faut être sûr de son coup. Je préfère le faire avec un robot qu'avec une hersétrie par exemple, parce que je sais qu'on va gratter un peu moins, gratter moins en surface. Donc c'est une des impasses techniques à laquelle le robot a répondu également. Surtout dans un contexte où l'offre de molécules herbicides se réduit. C'est aussi ça en fait, ce qu'on voit, c'est que d'abord on l'a regardé en bio, mais c'est qu'au final le spectre d'utilisation il est bien plus large que ça. On voit qu'on a de moins en moins de molécules herbicides disponibles pour la culture de betterave et du coup on se tourne vers tout ce qui est désherbage mécanique et notamment tout ce qui nous permet de désherber sur le rang. Et là, il n'y a pas de secret, c'est seulement les technologies robotisées pour l'instant qui nous permettent de répondre à cette impasse technique.
On parle aussi de conditions d'intervention qui sont moins contraignantes ou moins contraintes plutôt par rapport à la pluie, et des fenêtres d'intervention élargies grâce à la robotique. Ça, c'est peut-être un sujet qu'on pourra en fait, oui et non, parce que dans un sens, avec un robot, vu que c'est plus léger, on peut rentrer plutôt dans sa parcelle pour venir désherber. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'au vu des débits de chantier qu'affichent les robots, il faut des fenêtres météo quand même assez larges. Et je vous apprends rien, vous avez vu que le printemps 2024, il était quand même assez dégueulasse. Donc pour désherber mécaniquement, c'était assez compliqué. Donc on va dire c'est à la fois on peut intervenir plus tôt dans la parcelle après une pluie, mais d'un autre côté il nous faut des fenêtres météo aussi quand même bien plus grandes. Merci pour cette première introduction, et on va maintenant appeler Romane Jean, qui est ingénieur d'études protection des cultures et innovation à la FNAMS, la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Merci pour elle. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui s'est caché? Le voici. Chacun le sien. On est bien doté. Merci. Pardon, Romane, de votre côté, quelles sont les spécificités du coup culturelles, en tout cas plutôt liées à votre filière de production de semences? Et ben pour ce qui est de la production de cultures porte-graines, en fait, elles vont être exposées à des problématiques que vont pas avoir leurs cultures sœurs de conso, puisque le cycle de culture est souvent plus long. On va semer plutôt à l'été N et récolter à l'été N+1. Oui, pour justement ça aille jusqu'à... Voilà, jusqu'à la floraison et jusqu'à la production de graines, de semences. Donc elle va être sujette à des problématiques d'adventisme, par exemple au niveau à l'automne et de nouveau au printemps. On peut rencontrer également des difficultés lorsque des robots sont déployés pour leur culture sœur en conso, de l'adaptabilité de ces derniers, puisque on ne va pas non plus les semer avec le même écartement, par exemple, ou c'est pareil, la densité de semis ne va pas être identique. Pour les productions de semences, la densité de semis est plus importante, moins importante? Souvent moins importante, puisque justement, je vois par exemple, on va prendre la carotte. Ce qui va intéresser la culture de carotte conso, c'est la racine. Donc on va semer une carotte, on aura une racine, alors que pour la production de semences, en plantant une carotte, on va avoir plein de graines. Donc on n'a pas besoin de semer aussi dense. Et en plus, c'est des cultures souvent qui montent plus haut. Oui, tout à fait. Donc qui là aussi peuvent poser des questions en termes de guidage des robots. Oui, tout à fait. Il y a des robots qu'on peut utiliser du coup dans les premiers stades, mais qu'après, il faut qu'on travaille pour justement pouvoir les utiliser plus tard dans la saison. Et puis quand on parle de production de semences, on évoque souvent la notion de pureté. On cherche à récolter une semence et seulement la semence, pas la semence avec ses petites copines adventices. Là aussi, du coup, ça pose des questions, on va dire, de recours, liées au recours à la robotique. On peut espérer que le robot permette de tendre vers plus de pureté. C'est ça, ce serait ça? Oui, tout à fait. Ça nous aider déjà dans un premier temps en champ, pour avoir du coup des parcelles les plus propres possibles, pour qu'à la récolte, on ne récolte pas d'autres graines. Et on peut aussi voir un pan qui est un pan de la robotique autre que vraiment l'utilisation de robots, mais qui va être post-récolte avec tout ce qui est triage optique, par exemple, des semences. Donc la robotique, au sens large, robotique numérique, va être très importante au niveau de cette filière. Vous êtes maintenant tous les 1, 2, 3, 4, 5 installés. On peut peut-être rebalayer un peu les grands chapitres de la journée qu'on vient de passer ensemble. On a commencé par traiter des freins et leviers techniques pour passer à grande échelle, sans forcément rentrer dans le détail technique de votre filière, quoique, on peut prendre des exemples pour illustrer votre propos. Si on repart des freins techniques, quels seraient ceux qui vous semblent les plus prégnants dans votre filière, qui seraient à lever pour qu'on arrive à passer à grande échelle? Qui se lance en premier? Aidez-moi les amis. Quelqu'un se lance. Du coup, je vais peut-être parler au nom des grandes cultures, même de manière plus générale, autre que la betterave. Mais c'est vrai qu'en termes de freins techniques, et on a souvent parlé de la comparaison avec le travail qu'on pouvait faire un tracteur ou autre, mais c'est vrai que pour l'instant, les robots restent sur quand même des technologies avec des largeurs de travail assez limitées en fait, et des débits de chantier assez faibles. Donc en soi, qu'il avance lentement, c'est pas trop un problème, mais c'est plus qu'il faut qu'il ait une largeur quand même assez importante pour pouvoir concurrencer un tracteur avec un outil qui aura un débit de chantier quand même bien plus important. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est aussi ça pour ça qu'en grande culture, on n'est pas
on n'est pas très bon en robotique parce qu'on n'a pas encore, même si maintenant les constructeurs se lancent là-dedans, mais dans des robots assez larges et assez puissants pour répondre à la demande qu'on peut avoir en grande culture. Ouais. Sonia, vous partagez la même vision, cet enjeu de débit de chantier, donc qui est à traduire en vitesse de travail ou en largeur de travail. Effectivement, enfin voilà, on a des débits relativement faibles. Nous, ce qui nous permet, enfin voilà, de multiplier les surfaces et de rentabiliser au mieux, c'est qu'ils tournent jour et nuit. Après, enfin, il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est aussi toute l'astreinte que ça met en place derrière. C'est vrai que on change quand même de métier quelque part, et en grande culture, on n'est plus forcément très habitué à ces astreintes, et là, on retourne vraiment dans un système d'astreinte, surtout pendant la période de SMI, qui est quand même une période très importante. C'est marrant, je vous parle de frein élevé de technique, vous me répondez organisation du travail. Comme quoi, c'est peut-être là que le sujet est le plus prégnant, mais on y reviendra juste après. Ça me semble évidemment prioritaire et important. Marine, sur le sujet de frein ou levier technique. Alors, ça sera un levier qui n'est pas uniquement technique, mais peut-être aussi économique. Ça va être le dimensionnement ou l'adaptation des solutions à la diversité des filières. C'est-à-dire que on va avoir effectivement certaines filières qui sont spécialisées avec des itinéraires techniques, on va dire, relativement homogènes. Je dis bien relativement, parce que c'est jamais la même chose. Mais on va avoir des filières avec des largeurs de rang très diverses, des distances interplans très, très variées, de la gestion de couverts ou non. On parle de semences, fruits, légumes ou betteraves ou autres. Déjà, on va avoir des solutions qui, en termes de dimensionnement de tâches qu'elles vont devoir adresser, etc., vont vraiment avoir rien à voir potentiellement. Et c'est aussi justement de réussir à faire des solutions. Alors, peut-être pas qu'ils sachent s'adapter à toutes ces filières, mais déjà au sein d'une unique filière, pouvoir répondre justement à un certain pas de diversité, si on peut dire. Donc ça, c'est un premier point assez important, en tout cas pour les filières assez diversifiées. Oui, alors notamment quand on parle sur la même exploitation, quand on est producteur de légumes, on fait plein de choses à la fois, quoi. C'est ça, on peut avoir énormément d'espèces sur la même exploitation. On ne va pas avoir une rotation avec 4-5 espèces, on peut avoir 10-15 espèces sur plusieurs années sur l'ensemble de l'exploitation. Donc quand il faut une solution qui est capable de gérer tout ça, alors bon, si c'est faire un travail du sol, pourquoi pas, mais voilà, dès qu'on va aller sur du désherbage, on va avoir des interrants différents, des fois quand ça va pousser des hauteurs qui vont varier, et puis à des périodes aussi différentes. Donc c'est savoir gérer tout ça avec ces solutions. Romane, ça m'évoque aussi, en creux, quand on parlait du débit de chantier et de l'adaptation à la diversité, là aussi à la question de la dispersion des parcelles. Et ça, c'est aussi un enjeu particulièrement prégnant en semences. On cherche à parfois travailler sur des parcelles qui sont un peu relativement isolées les unes des autres. Quelles conséquences ça a sur la robotique agricole? Oui, tout à fait. En production de semences, ça peut aller à des superficies de quelques mètres carrés, par exemple pour les potagères, à quelques dizaines quelques dizaines d'hectares pour plutôt ce qui va être céréales. Donc c'est vrai que si un agriculteur multiplicateur investit dans un robot, souvent il faut savoir déjà qu'il n'est pas que agriculteur multiplicateur de semences, hein. Il a une activité souvent céréalière à côté ou autre, ou maraîchage. Il faut que le robot il puisse l'utiliser pas que pour ces quelques mètres carrés, en fait, sinon ça sera pas rentable. Je voulais revenir également sur un frein que moi j'avais en tête, Marine, et que tu as, semble-t-il, un peu, on va dire, que tu n'as pas évoqué. C'est dans les vergers, qui dit verger dit arbre, dit blocage du signal GNSS, en tout cas parfois. Or, les robots, ils sont guidés par satellite. En tout cas, ils se positionnent par satellite. Est-ce que c'est un frein qui a été levé ? Alors, je vais répondre ni oui ni non. Alors, nous, on n'a pas eu l'occasion de l'évaluer complètement sur justement la qualité de guidage au sein des vergers. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques années, on avait vraiment des problèmes d'autoguidage, ou de guidage pour des robots dans les vergers, et clairement la qualité du signal était en jeu. On voyait bien sur les données où on avait des décalages de positionnement au sein du verger, sauf que nos interrants, quand ils font 4 mètres, si le robot ou le tracteur se trompe d'1 mètre, il est dans l'arbre en fait.
Donc ça, c'était clairement identifié il y a quelques années. Là, on a eu l'occasion de tester quelques solutions plus récemment et pour le coup, on a vu quand même une qualité de guidage qui était vraiment améliorée. Mais ça, c'est parce qu'on a aussi, justement, maintenant, on a beaucoup de solutions qui sont plus basées uniquement par du GPS et qui vont combiner d'autres technologies pour vraiment améliorer le positionnement. Après, voilà, on n'a pas une vision sur toutes les solutions, mais disons que c'est un frein qui est en train d'être levé. Peut-être pas sur tout. Et en tout cas, si demain on a justement des équipementiers qui veulent aller sur cette filière arbo, ce point-là, il sera vraiment important à garder. Autant en culture légumière, voilà, cette problématique de guidage, on ne l'avait pas. Donc en 100% GPS RTK, il n'y a aucun souci. Là, pour la filière arbo, c'est sûr, il ne faut pas que de la géolocalisation. Simon, peut-être on a évoqué aussi dans la journée les questions d'interopérabilité, de facilité de faire se communiquer les machines les unes avec les autres, de pouvoir embarquer facilement mon parcellaire que j'avais déjà renseigné dans un outil dédié, que ça serve de base pour piloter et orienter et planifier plutôt le travail de mon robot. Comment vous percevez-vous concrètement cette difficulté-là? C'est un sujet pour vous ou pas du tout? C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, en fait, à chaque outil, il faut référencer toutes les parcelles. D'une année sur l'autre, on n'a pas les capacités de stockage pour être en pluriannuel, pour rentrer une bonne fois pour toutes une carto complète de toutes les parcelles. Il y a la question aussi de la communication qu'il pourrait y avoir entre différents types de robots, parce qu'on est souvent sur des choses monotâches. Donc après, ça veut dire qu'il faudrait quand même être capable de passer avec plusieurs outils. Ouais. Aujourd'hui, vous avez qu'une seule marque de robot chez vous. Il y a un seul robot ou plusieurs? Enfin, en Cuma, du coup, mais vous avez 2 robots qui tournent chez vous, ouais, okay. Mais de la même marque. Et ils communiquent entre eux et avec vous à la maison sur votre ordi, ou comment ça se fonctionne? Alors, il y a une interface où on peut le gérer à distance. Ils ne communiquent pas entre eux. D'ailleurs, on a eu des collisions. Il y a plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément, mais voilà, ouais, c'est ça. Ce qui pose la question du caractère autonome de ces machines au sens de la réglementation, si j'ai bien suivi la présentation de ce matin. On en discutait tout à l'heure, oui, pour aller même plus loin, on a même failli avoir un accident du travail avec un opérateur qui était ma fille et qui passait dessous. Donc il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. C'est aussi un nouveau cadre à mettre. Il y a la formation de l'utilisateur qui supervise le robot, mais c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé. C'est toute personne qui est dans le cadre d'intervention. On pense sur plein de matériel, on pense aux incidents qui peuvent se produire. Et là, clairement, c'est quelque chose du fait qu'il y a une sécurité qu'on pense passive, qu'on pense efficace, il y a quand même des choses voilà, qu'on ne voit pas arriver, quoi. On fait parfois un peu trop confiance à la machine, c'est ça que j'entends? Ouais, je crois, ouais. Un autre sujet en lien avec la technique, mais qui renvoie à des questionnements qui la dépassent, la question de la maîtrise des données. On a évoqué ça un peu ce matin. Est-ce que c'est pour vous, pour les agriculteurs, enfin pour vous agriculteurs TRIS et vous les agriculteurs, enfin ceux qui les représentent en tout cas dans cette table ronde, ou ceux avec lesquels vous êtes en relation, est-ce que c'est un sujet qui est prégnant, ou finalement filer mes données sans regarder, je m'en fiche, ou est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous, Sonia? C'est une réelle préoccupation. Aujourd'hui, on stocke des données sur la machine qui retourne chez le constructeur, mais on n'a pas la main dessus. Elles nous appartiennent en théorie, mais enfin voilà. Et c'est vrai que. Et elle vous servira à quoi? On crée une dépendance. Par exemple, si on parlait tout à l'heure de lignes, on crée des lignes GPS sur tout le matériel. Les tracteurs ont leurs lignes, les robots ont leurs lignes. Et quelque part, si on pouvait tout simplement les transférer d'un outil à l'autre, on partirait sur les mêmes données. Comme ça, si en fin de cycle, il faut prendre le tracteur et biner les betteraves, les oignons, c'est pas un souci. Oui, donc c'est pas tant un enjeu, pardon de vous couper, on va dire de perte de contrôle ou de crainte d'être manipulé. C'est plutôt un enjeu, on va dire, très technique, opérationnel. Il y a quand même l'enjeu. Enfin, il y a l'enjeu technique, mais aussi, on nous a imposé quelque part un abonnement finalement sur nos machines au bout de 2 ans d'utilisation, voilà. Et quelque part, on n'a pas vraiment le choix. Nos données, elles sont sur la machine, on a besoin de la machine, et si on ne paye pas l'abonnement, on ne se sert plus de la machine. La machine vous appartient, elle appartient nous à la Cuma. Oui. Vous l'avez. Il y a un transfert de propriété qui a été fait, et c'est la Cuma qui en est le propriétaire. Oui. Et on pourrait imaginer finalement que cet abonnement intègre
demain la mise à disposition de cette machine plutôt que vous les ayez eu à l'acheter concrètement? En location, par exemple? Non. Peut-être que je garde cette question pour tout à l'heure, parce que j'ai tiré le fil, mais ça renvoie plutôt à une question d'organisation et de mise en marché. Mais tant pis, je mets les pieds dans le plat. Vous disiez, je paye un abonnement, et finalement, pourquoi je paye un abonnement? Parce que c'est juste pour pouvoir utiliser une machine que j'ai déjà achetée. Oui. Et donc, je pose la question, est-ce que ce serait un peu différent si jamais il y avait un abonnement global qui incluait la mise à disposition de la machine sans que vous ayez eu besoin de l'acheter? Pour nous, c'est déjà des solutions qu'on avait creusées avant l'achat, parce que n'ayant pas de visibilité sur la pérennité et la durabilité de ces machines-là, c'est quelque chose qu'on aurait aimé, et puis ça aurait pu permettre d'avoir un accompagnement aussi des constructeurs. Voilà, c'était pas des solutions qui étaient proposées à l'époque, mais c'est vraiment des choses qui peuvent nous intéresser à l'avenir, quoi. Thomas, vous vouliez réagir sur cette question d'interopérabilité, de données, de maîtrise? C'est vrai que c'est très intéressant ce qu'a dit Sonia, parce que si déjà on arrivait à transposer une carte que nous fait le robot dans un autre outil type Binos ou autre, où on a toutes les infos sur les lignes de semis, c'est des infos hyper essentielles quand on va faire du désherbage de précision, du désherbage mécanique, ça serait royal et on gagnerait déjà énormément de temps. Ou rien que transmettre la cartographie et les contours GPS d'une parcelle d'un robot même à un autre, on gagnerait énormément de temps et ça permettrait aussi de mieux diffuser ce genre de technologie. Donc non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Après, sur le côté plus utilisation un peu détournée des données que pourrait avoir un constructeur ou autre, je sais pas, je suis pas trop inquiet là-dessus de mon point de vue. Enfin, le type d'abonnement en plus dont parle Sonia, c'est vrai qu'en plus ils vendent aussi un SAV de proximité et le fait de dire on a accès à telle ou telle donnée, c'est pour pouvoir vous dépanner aussi de manière efficace. Donc à la limite, ça s'entend de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit aussi bien expliqué par le constructeur. Marine ou Roman, est-ce que de votre côté, cet enjeu de maîtrise des données, de conservation des données, d'interopérabilité avec les autres outils relève de questions qui vous sont transmises de la part d'agriculteurs? Interopérabilité, clairement, de ne pas avoir un logiciel par solution déployée. On rencontre déjà. Oui, on n'a pas attendu la robotique pour avoir ce problème-là. Filières, on en discutait ce matin là, sous serre. Il y a plein de prestataires potentiels pour venir automatiser la serre, et on va peut-être pas dire qu'on a un logiciel pour chaque solution, mais des fois on n'est pas loin. Donc ça, clairement, l'interopérabilité, c'est primordial. Après, sur le volet gestion de la donnée et des aspects confidentiels ou autres, je ne pense pas que ce soit une grosse crainte. En tout cas, nous, ça ne nous est pas remonté spécifiquement. Et à mon avis, de toute façon, vous pouvez me reprendre, mais les agriculteurs sont déjà habitués à transmettre pas mal de données avec tous les logiciels de traçabilité, même réglementaires, tous les relevés. Ce que j'entends moi souvent, c'est qu'on envoie sans trop savoir à quoi ça sert. Et puis surtout, on envoie des données pour rendre des comptes sur ce qu'on fait bien, mais au final, ça ne me sert pas à grand-chose à moi. Je n'ai pas beaucoup de retours en tant qu'agriculteur. Est-ce que vous partagez cette vision-là, ou est-ce que cette boucle de rétroaction, vous l'attendez un peu plus spécifiquement pour les robots? Je donne un exemple. Est-ce que, finalement, je sais que mon robot il est supervisé, entre guillemets, ou que les données sont captées, et je peux avoir en fin d'année un bilan d'activité du robot, je peux comparer d'une année sur l'autre. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous avez accès et qui vous intéresseraient, ou est-ce que finalement je m'emballe un peu? Aujourd'hui, c'est pas forcément des données auxquelles on a accès qu'on peut traiter. Par contre, effectivement, que ça remonte pour le constructeur pour optimiser l'utilisation d'un matériel, là, en tant que tel, c'est pas un problème. Là où ça devient une question, ce que parlait Sonia, c'était en fait par rapport à notre système, c'est le stockage de la data qui est extériorisé. Alors pour des questions de sécurité aussi, tout simplement, parce que à l'échelle d'une exploitation, on peut pas trop se permettre non plus d'avoir son petit serveur à la maison, quoi. Voilà, c'est quand même une des données stratégiques sur le fonctionnement de l'outil. Par contre, on est habitué quand même avec nos matériels sur des exploitations. On parlait du GPS tout à l'heure, il n'y a plus de signal GPS, une bineuse qui n'a plus de caméra. On sait s'en servir quand même. Demain, le robot, à partir du moment où tous ces éléments-là sont extériorisés, ça veut dire que c'est vraiment le constructeur ou le dépositaire de l'outil qui a la main sur l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire que demain, il coupe le robinet, on n'a plus accès du tout à la machine, et on a une machine morte. On ne sait plus rien en faire.
Je vous en prie, Sonia. Ce qui m'a plu ce matin dans la présentation avec Superrob, si je ne me trompe pas, c'est qu'on puisse un petit peu centraliser, justement exploiter toutes nos données et pourquoi pas aller jusqu'à la traçabilité. Alors voilà, nous, nos tracteurs, on peut avoir pas mal de choses, les robots, pas mal de choses. Enfin, aujourd'hui, on a beaucoup de matériel communicant, mais on n'a rien qui centralise. Et en plus, on refait de la traçabilité. Et il y a un moment, si on pouvait arriver à faire communiquer tout ça, je pense qu'on gagnerait réellement en efficacité et on valoriserait aussi un peu les données qu'on transmet. Roman, pareil, cette question des données, de traçabilité, d'exigence, elle s'exprime d'autant plus crûment dans des productions sous contrat comme les semences. Est-ce que du coup ça conditionne, vous attendez des choses spécifiques de la part de la robotique sur ces sujets-là? Là, comme ça, non, j'ai pas eu forcément plus de retours. Je reviens sur ce qu'a dit Marine. Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit avant. Par contre, pour tout ce qui est données, ça part un peu du cadre, mais je me passe plus au niveau en amont, justement, quand des agroéquipementiers ou des constructeurs de robots viennent nous voir pour justement tester ces robots et essayer de les adapter aux cultures porte-graines, où nous, on les aide à faire de l'acquisition de données. Donc on est là, on est sur le terrain, on fait les acquisitions de données, que ce soit en station ou directement chez les producteurs. Ils vont les traiter, les analyser pour développer des algorithmes ou autres. Et ça, c'est vrai que après ces données-là, on les voit plus trop par la suite. Et ce qui est un peu dommage, c'est que quelques mois après, on peut avoir un autre agroéquipementier qui vient nous voir pour faire l'acquisition de données exactement pour à peu près le même type de robot. Donc il faut qu'on recommence en fait ce traitement de données-là, cette acquisition. Oui, voilà, là aussi, ça fait vraiment complètement écho au titre. C'est comment réussir le passage à grande échelle de la robotique en agriculture. C'est notamment peut-être en mutualisant un certain nombre de moyens pour développer des références et des protocoles. Tiens, on en a parlé un petit peu dans le cadre du grand défi. Je voulais revenir sur la question des modèles économiques maintenant et des modèles économiques liés à la mise en marché de ces robots et l'environnement socio-économique ou socio-technique qui permettent à ces robots de concrètement se déployer. Je reviens vers vous, Simon et Sonia. Encore une fois, vous êtes exploitants, mais très investis dans la CUMA. Vous pensez, comme Florent tout à l'heure, que c'est la clé pour vous? C'est parce qu'il y avait la CUMA que vous avez pu accéder aux robots, ou vous auriez fait autrement sinon? La CUMA nous a vraiment permis effectivement d'accéder aux robots. C'est quand même des investissements importants. Il y a une mutualisation du risque, pour le coup, on en parlait aussi tout à l'heure. Et puis, dans les dossiers de subvention, on obtient aussi une majoration en termes de subventions. Donc, c'est quand même des éléments qui ne sont pas négligeables. Et puis, ça a été relativement facilité derrière chez nous, parce que comme on en a seulement commun, on mutualisait aussi la suite, les récoltes. Oui, là, vous allez jusqu'au bout du geste, on va dire. Vous parlez de prise de risque à l'instant. Il peut y avoir aussi chez certains, je crois que c'est Simon qui avait évoqué ça, le risque d'achat un peu sans recul, quoi, et avec des matériels qui étaient inadaptés à l'usage et qui ont fini par abandonner. On voit ça dans certains cours de ferme, des machines rutilantes qui ont finalement n'ont pas été utilisées. C'est vraiment le risque, c'est que on est quand même le développement à grande échelle et il est en train de se faire malgré tout. Enfin, dans certaines zones aussi, ça essaime. On peut pas se permettre individuellement d'investir 100 000 € dans un matériel en se disant on va peut-être aller gagner quelque chose. Aujourd'hui, on est sur le deuxième, on était en phase de passer au troisième. Il y a un autre facteur qui vient aussi derrière, c'est à un moment donné, même en CUMA, il y a quand même une question d'encours au niveau des établissements bancaires. Ce qui fait qu'on est quand même sur des matériels qui ont des usages sur des petites surfaces, malgré tout. On parle de 20 hectares pour un robot type ferme droïde comme on a. Le capital qui est mobilisé, le capital financier qui est mobilisé, même s'il est mutualisé parce qu'on est en CUMA, il commence à être énorme aussi et ça interroge d'autres problèmes derrière. Marine, sur l'environnement, on va dire
socio-techniques pour rassurer les agriculteurs dans la bonne acquisition du bon matériel en mutualisant un certain nombre de risques. Et là aussi, c'est un rôle clé pour le CTIFL de générer ces références-là. Pour l'ensemble des instituts ou organismes de recherche, quels qu'ils soient, le fait d'avoir de la référence sur tous les intérêts ou aussi les problématiques de mise en œuvre, de vraiment pouvoir cadrer, identifier ce que ça va me coûter, ce que ça va impliquer de mettre demain chez moi un robot, c'est à évaluer. Donc ça, on a des projets en cours là-dessus pour vraiment travailler là-dessus. Juste pour revenir sur le volet économique, il y a un point qui va être important aussi là-dedans. Alors il y a l'aspect est-ce que je vais réussir à rentabiliser mon robot, peut-être au sein de mon itinéraire technique classique, mais demain, ça avait commencé à être abordé un petit peu aussi ce matin. Il y a toute la question aussi de ce que ça peut apporter en plus, mais pas que aux producteurs, et toutes les questions aussi sociétales, etc. Oui, de bénéfices induits qu'on évoquait sur l'organisation. Qui peuvent être vraiment aidés par des aides, justement, des subventions ou autres, peut-être d'État, pour vraiment aider les agriculteurs à investir là-dessus, parce qu'on sait, si demain on arrive à le montrer, qu'il y a un intérêt au niveau de biodiversité, agroécologique, pénibilité, au niveau social aussi. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment aussi continuer de travailler au niveau XP, etc. On parlait aussi d'investir, plutôt de soutenir l'usage plutôt que l'investissement. Est-ce que, Thomas, c'est des choses qui pourraient faire sens en production de betteraves? C'est-à-dire plutôt que de subventionner l'achat, subventionner le leasing, l'usage. Parce que finalement, on est en train de se dire qu'il y a plein de bénéfices induits, mais que le prix facial reste quand même un facteur bloquant. Oui, c'est vrai, surtout qu'au final, qu'on soit sur le semis ou désherbage, c'est des opérations quand même bien ciblées dans l'année, sur 3-4 mois bien définis en betterave, mais c'est vrai pour les autres cultures, les autres grandes cultures aussi. Donc ça sert à quoi d'acheter un robot pour toute l'année si c'est pour cibler juste certaines opérations? Après, d'autres personnes vous répondront, ouais, mais sur les autres périodes de l'année, je fais faire autre chose à mon robot. Donc en fait, soit les gens peuvent prendre le modèle économique et se dire j'achète le robot, mais à ce moment-là, j'utilise toute l'année sur toutes les cultures. Ouais. Possible, soit je veux robotiser certaines parties de mon ITK, mais à ce moment-là, c'est vrai que ça sert à rien que j'achète un robot. Je peux faire appel à de la prestation ou de la location, et à ce moment-là, je serai plus flexible et même économiquement, ça sera plus intéressant. Mais encore faut-il que cette location et cette prestation, elle soit effectivement disponible aujourd'hui. Et qui propose ces services-là? Voilà. Il faut demander aux équipementiers, mais de la même manière, ça c'est une grosse question, parce que le leasing, imaginons qu'on ait un robot qui soit vraiment monotage sur du désherbage, si on le met en leasing, l'entreprise elle va pouvoir louer sa machine que 3 mois. Et c'est aussi une question de viabilité aussi pour les entreprises qui vont vendre ces machines. Donc là, c'est un très gros sujet. Je ne sais pas si c'est travaillé dans le grand défi. Est-ce que ce sera travaillé dans le grand défi? C'est ça la question? La réponse est oui, mais on lui reposera la question juste après. Pareil, en production de semences, cette question de mise à disposition d'outils plutôt que de faire acheter à l'agriculteur, est-ce qu'on peut même imaginer que le semencier, c'est-à-dire on va dire le donneur d'ordre de l'agriculteur multiplicateur, contribue à l'investissement, ou que ce soit même lui qui investisse et mette à disposition cette machine parce qu'elle génère, elle contribue à la qualité globale du produit fini, in fine. Oui, tout à fait. Il y a des établissements semenciers qui ont qui font de la recherche et développement, qui développent des outils et qui après vont le mettre en prestation du coup ou en prêt à leur agriculteur. Oui, tout ça existe, en effet. Thomas, tu voulais réagir également sur ce type de modèle? Mais je me dis que la location de robots, en fait, sur le PV, ça peut être très intéressant, mais d'un autre côté, c'est vrai que ça peut être hyper compliqué, même pour les entreprises qui veulent faire ça. Je me dis, elle arrive avec le robot, elle veut louer un agriculteur. L'agriculteur dit, est-ce qu'il a sa carte RT4 dedans? Il faut qu'il fasse le tour de la parcelle. Tant qu'il fasse le tour de la parcelle, non, en fait, le robot, il faut qu'il aille sur l'autre parcelle de l'autre agriculteur, qu'il en a besoin aussi. Au vu des débits de chantier, des contraintes d'eau, de l'interopérabilité aussi nécessaire entre tout ça, mais je me dis que ça peut être un sacré chantier quand même. Sauf à le faire en Cuba, finalement, où on le fait une bonne fois pour toutes et pour un groupe défini. Ça peut effectivement être en CUMA ou après. Je ne suis pas sûre que la solution prestation nous conviendrait réellement. Mais par contre, une solution leasing ou des solutions comme ça pourraient peut-être être plus adaptées. Ouais. Je voulais aborder aussi avec vous un point qu'on n'a
peu abordé, mais finalement un peu en creux avec la question des normes sociales avec Pierre Labarthe. Les questions relevant de l'image du métier, du plaisir. On l'a évoqué aussi un peu avec David Lafosse. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce qui vous concerne, vous prenez plaisir à piloter les robots? Alors moi, oui. Non, mais enfin voilà, on en parlait ce midi. Quand faut intervenir sur le robot, ça m'arrive. On y va avec pas grand-chose, une petite clé. Enfin, c'est pas la grosse artillerie. On n'est pas sur du tracteur. C'est du travail relativement fin. Et enfin moi, c'est ce qui me plaît, quoi. Donc voilà. Thomas? Pardon, et après Simon. En fait, j'allais dire, avec le robot, ce que je me rends compte, j'ai l'impression, et avec les agriculteurs avec qui je peux en discuter, au final, on va peut-être mettre plus le nez dans la parcelle, au final. Parce qu'on va vraiment regarder, tiens, il faut que je le règle comme ça, j'ai tel ou tel adventice à tel stade, ma betterave elle est à tel stade, ou une autre culture. Au final, quand on venait avec la bineuse et le tracteur ou avec le pulvé, on rentre dans la parcelle, on va pas trop regarder, enfin peut-être plus avec le pulvé qu'avec la bineuse, on va pas trop regarder ce qu'il y a comme population adventice, le développement de mes cultures ou autre. Alors que là, avec le robot, vu qu'on va regarder le réglage, on va regarder la sélectivité du robot, l'efficacité du robot, on va marcher à côté, on va faire le tour vraiment de la parcelle, de la culture, on a peut-être un meilleur regard sur sa parcelle et on peut mieux monitorer en fait même les autres opérations à venir. Simon, du coup, je suis pas moins agriculteur en ayant un robot, je suis peut-être même plus agriculteur? Parce que justement, j'aurais plus d'observations. Oui, tout à fait. Plus présent dans la parcelle. Plus de plaisir aussi par le silence. Enfin, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié quand on utilise du matériel agricole. C'est d'être dans une parcelle et d'entendre ce qui se passe autour. Ça, c'est tout bête, mais... Marine, Sonia, Romane, de votre côté, cette notion on va dire, d'image du métier, de plaisir, est-ce que ça vous semble être des leviers à actionner pour accompagner le déploiement de la robotique? Oui, tout à fait. C'est vrai que à la FNAF, dans le cadre de projets qu'on a, on met en place des essais directement chez les agriculteurs. On essaye justement de faire venir les agriculteurs aux alentours. Et ça marche très bien. Ils sont très contents de pouvoir venir voir comment ça fonctionne, donner leur avis, même du coup voir avec eux, dans ce cas-là, vu tel résultat, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, est-ce qu'on continue, est-ce que vous avez d'autres idées? Et ça marche très bien. Ils sont très, très demandants et ils sont très participatifs lorsqu'on fait des mini-sessions de démo, ils sont là. Marine, de votre côté, on dit souvent que le tracteur, c'est le symbole de la profession agricole. Quand on parle agriculture sur un téléphone portable, je suis à peu près certain que c'est le tracteur qui vient en premier en termes d'émoji. Demain, est-ce qu'on verra apparaître des robots sur les claviers des robots agricoles sur les claviers de téléphone? Ça, je sais pas. Non, là où je veux en venir, c'est est-ce que au-delà de la blague, chez des arboriculteurs ou des producteurs légumiers, est-ce que le tracteur reste le symbole de leur identité professionnelle, ou est-ce qu'on peut faire évoluer ça en faveur du robot? Alors la difficulté, c'est qu'on a une grande diversité de profils. On sent qu'il y en a qui ont une très forte appétence envers le numérique, les nouvelles technologies et qui vont s'y intéresser. Comme disait Roman, on voit à chaque fois qu'on a effectivement des journées techniques où on intègre de la robotique. On a quand même du monde. Là, aujourd'hui, on a du monde aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de producteurs, mais en tout cas, il y a un réel intérêt. Après, on a aussi des profils qui peuvent être un petit peu plus réticents. Après, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément quantifier. J'en profite. On a une enquête en cours sur les leviers d'adoption, là d'ailleurs, et s'il y en a qui sont intéressés pour y répondre, c'est pour les producteurs, mais pas que, aussi tous les intermédiaires du secteur agricole, pour justement identifier aussi quels sont les usages de certaines technologies. Et l'objectif, c'est d'essayer vraiment d'identifier aussi dans quelle mesure on va pouvoir utiliser ce type de solution dans les exploitations. Donc il y a des petits flyers en haut dans la salle. L'appel est lancé. Je vais me tourner vers Cédric et puis commencer à réfléchir de votre côté à une question posée à nos intervenants ou un commentaire complémentaire à l'issue de cette journée sur les freins et leviers au passage à grande échelle de la robotique agricole. Cédric, justement cette question d'image, d'identité professionnelle, de plaisir, c'est des choses que vous allez aborder dans le cadre du grand défi, via des appels à projets, via des travaux déjà ciblés? À plusieurs dimensions.
Aujourd'hui, on a identifié qu'il y avait un besoin de travailler au niveau de la filière de formation, donc un travail direct auprès des jeunes générations, de générations futures, parce qu'il y a une perception qui clairement n'est pas forcément la même que quelqu'un qui a déjà 20 ans de tracteur dans les fesses. Et puis après, également, un enjeu au niveau des filières professionnelles, la formation continue, un accompagnement globalement sur ces démarches-là. Donc là, il y a un guichet qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, dans France 2030 toujours. Donc là, on essaie de se rapprocher aujourd'hui des différents acteurs de la formation, et c'est un écosystème dans l'écosystème. Voilà. Donc et puis un autre enjeu aussi, c'est on doit forcément travailler à l'échelle territoriale quand on est sur cette dimension-là, parce que ça va être vraiment au niveau régional que ça va se jouer. Donc il y a de la complexité, ouais. Il faut aller travailler à une échelle nationale, régionale, tous ensemble. Mais oui, on essaye de l'aborder. Ouais. Je me tourne vers les constructeurs qui sont dans la salle. Est-ce que c'est des leviers marketing que vous allez aussi employer, c'est-à-dire de montrer le plaisir qu'on peut avoir à mobiliser un robot et pas seulement parler technique, ROI, niveau de performance. Ça, encore heureux, j'achète une machine, j'espère qu'elle marche. Mais est-ce que je vais prendre plaisir à la piloter? Est-ce que ça, c'est des points que vous mettez en avant dans vos communications? Il y a quelques roboticiens dans la salle, je crois, quand même. Est-ce qu'ils se lancent pour y répondre? Ou ils n'osent pas? Messieurs? Non? Cédric? Merci. Tu me sauves. J'ai pu discuter entre midi et deux avec le témoignage là, du vigneron de fin de matinée. Il disait, Damien, donc il disait très clairement que lorsque, en interne, il a vendu le projet du robot, la première demande de ses actionnaires, c'était de lui dire « Attention, ce n'est pas un jouet ». Et il faut faire attention. Dès qu'on va commencer à parler plaisir du robot, il ne faut pas tomber dans la gamification de la machine et effectivement du côté jouet que ça pourrait avoir. Donc c'est à manipuler avec beaucoup de précautions. Voilà. Mais je pense j'ai en tête certains témoignages d'agriculteurs qui prennent vraiment un plaisir à maîtriser leur tracteur. Et je me pose la question de savoir si on peut prendre, ou est-ce que c'est un levier marketing, social, de venir chercher à actionner ce même levier. Roland, tu voulais réagir? Ouais, parce que y a la notion de jouer, de voir le robot, mais il y a aussi la notion de tout ce qui va l'accompagner, c'est-à-dire toute l'interface. On parlait tout à l'heure d'outils de supervision, d'outils de validation, de voir les courbes. C'est un petit peu comme quand on a des applications de sport et qu'on est content parce qu'on a fait une séance de jogging et qu'après on voit le nombre de kilomètres parcourus et tout ça. Et du coup, il faut voir le système dans sa globalité, puis l'intégration aussi, qu'est-ce qu'on va en tirer après. On parlait aussi tout à l'heure des données, à quoi elles servaient. C'est-à-dire que là, directement, on a les données, on a potentiellement la visualisation, donc il faut travailler aussi sur cette interface qui permettent de voir, de planifier, d'avoir la satisfaction que le travail a été correctement accompli, d'avoir des métriques pour le mesurer, et puis après d'avoir aussi des informations sur qu'est-ce qu'on va faire plus tard par rapport à ça. Par la notion de plaisir, je ne résume pas ça à la notion de gamification que vous évoquez, mais encore une fois à la construction sociale de l'identité professionnelle. Enfin, Sonia. Je voulais juste revenir sur les enjeux de la robotique pour nous. Il y a effectivement un enjeu économique, mais il y a aussi l'enjeu du manque de main-d'œuvre qu'on a pu évoquer. Il y a aussi, par rapport à mes saisonniers, enfin, j'y tiens particulièrement, c'est moi qui les encadre, toute cette notion de pénibilité. Et puis, il y a aussi tous les enjeux environnementaux dont on entend parler quotidiennement, quoi. Donc, il y a la biodiversité, il y a le carbone. Donc, je pense que c'est vraiment tout ça qui est à mettre en avant, quoi. Et tout ça peut venir construire l'identité, encore une fois, de producteurs agricoles, de salariés agricoles, d'agriculteurs, au même titre que ce que pouvait la contribution que pouvait avoir le tracteur dans la construction de l'identité professionnelle. Enfin, pour moi, le tracteur, ça reste un moyen. Mon métier, c'est pas de conduire des tracteurs. Mon métier, c'est de produire en face de marché et de répondre aux demandes sociétales. Le tracteur, c'est un outil, et comme la robotique peut en être un, aujourd'hui, la robotique, elle nous apporte autre chose, quoi. Je voulais rebondir aussi sur la notion de formation, et après je te reviens vers toi, la notion de formation, de compétences. Très concrètement, autour de vous, vous pensez votre écosystème compétent en la matière, armé pour accompagner le passage à la grande échelle de la robotique en agriculture? Marine?
Pas complètement, il y a de plus en plus de formations qui se développent, mais des formations même en robotique, par exemple auprès des agriculteurs, je ne suis pas sûre qu'il y en ait. C'est en cours de construction développé. justement dans le cadre du Grand Défi ou en lien avec des programmes qui sont Donc c'est relevant clairement du même acabit. des sujets en construction, et puis même au niveau, alors là pour le coup c'est pareil, on a quand même une certaine diversité au niveau des équipementiers ou des concessionnaires. Des concessionnaires, mais voilà, même j'allais au dire. niveau de... Alors là, ça dépend. On va avoir des concessionnaires qui ont fait des choix d'accompagnement justement de cette technologie et qui ont des personnes compétentes pour faire cet accompagnement, mais on peut avoir des concessionnaires qui ont un accompagnement beaucoup plus léger au niveau de ces outils et qui peuvent les laisser un peu plus facilement dans les mains du producteur. Et là, ça peut être un petit peu délicat à gérer. Donc et des fois, c'est aussi par un manque de formation de ces mêmes salariés au niveau des concessions, qui peuvent se retrouver un peu perdus au niveau des machines qui sont vendues. Donc là, Roman, aussi, il y a deux niveaux. Roman, Thomas, pareil sur ces enjeux d'encadrement, on va dire, des usages, de compétences des acteurs entourant l'agriculteur. On parle de la formation de l'agriculteur lui-même, mais c'est aussi son environnement qu'il faut arriver à faire monter en compétences sur ces sujets. Oui, tout à fait. Non, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Marine. C'est vrai que nous, on est là plus pour acquérir en fait des références un peu économiques et techniques sur les robots qu'on va pouvoir tester, voire aller retravailler avec du coup les agroéquipementiers, de voir avec eux pour adapter en fait à nos spécificités. Donc on va être là un peu sur le moment un peu formé. Après, lorsqu'on va mettre ça en place directement chez les agriculteurs pour tester à une plus grande échelle, c'est pareil. On a du coup un petit peu gagné en compétences, mais on n'est pas assez formé parce que on n'a pas toutes les données qu'il faut, toutes les clés, ouais. tout en main. Donc, il faut travailler là-dessus. Thomas, sur le volet formation, en fait, il y a deux aspects. Il y a former l'agriculteur à savoir servir de la technologie, au même titre que je sais me servir d'une bineuse, d'un pulvé, je sais contrôler la machine. Et après, il y aura savoir former l'agriculteur à lui dire, là, avec telle technologie, il faut intervenir de telle manière, parce que les adventistes sont comme ça, parce que la culture est comme ça. Enfin, il y a le côté repenser un peu les interventions de désherbage au point de vue agriculteur, et aussi comprendre la technologie. Et les deux sont pas indissociables. Donc je dirais que nous, côté institut, faudra qu'on soit capable de dire, et on commence un peu à plonger là-dedans, mais à dire avec ces technologies, il faut intervenir comme ça, de telle sorte, de telle manière, avec tel réglage. Et de l'autre côté, il faut que l'agriculteur sache faire ses réglages, sache bricoler sa machine de son côté aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a aussi un enjeu de savoir former l'écosystème à ce que on puisse prescrire le bon robot pour la bonne personne, avec le bon projet d'entreprise, en tout cas le robot qui correspond au projet d'entreprise. Et ça renvoie à des enjeux de compétences aussi, de formation, des sujets appréhendés dans le cadre du Grand Défi. Tout à fait. C'est un point extrêmement important, et c'est pour ça aussi qu'on a le GT Distribution là qui se monte. C'est-à-dire que globalement, quels sont les acteurs clés aujourd'hui pour aller diffuser sur des technologies? C'est des personnes qui vont être un petit peu expertes. Et donc, il y a les conseillers techniques, il y a les référents, les concessionnaires, les distributeurs, les ETA, les CUMA intégrales. Enfin, voilà, toutes les personnes qui demain seront des utilisateurs experts sont autant de relais à utiliser pour aller diffuser globalement cette technologie auprès des autres. Donc c'est extrêmement important dans le cadre du Grand Défi qu'on arrive à penser justement comment privilégier l'émergence de ce groupe d'experts sur le territoire et qu'il ait une taille importante. Donc ça, c'est un point fondamental du Grand Défi. Ouais, moi, c'était une question. On a parlé de la donnée, du fait que parfois vous vous sentiez un petit peu dépossédé de cette donnée. On a également évoqué le fait que le robot devait être un outil et conçu comme un outil au service du travail de l'agriculture. Est-ce qu'il y a quand même la possibilité, ou est-ce que vous percevez autour de la notion de robot une certaine fierté ou des éléments positifs, par exemple notamment par rapport à la transition environnementale? Est-ce qu'on peut agréger sur le robot un sentiment positif de dire voilà, je participe à la transition agricole, ou qu'est-ce qui manquerait pour arriver à ça? Moi, en ce qui me concerne, j'en suis convaincue.
Non, Fier d'être pilote de robot. Bah voilà, enfin il y a tout l'aspect environnemental, c'est des préoccupations sociales et on va dans le sens. Après, on a aussi une démarche, on est en train de partir vers la RSE. Donc voilà, c'est dans la continuité de notre démarche qu'on a mis en place depuis plusieurs années, puisqu'on était aussi ISO 14001. C'est voilà, on est en transition vers la RSE. Et ISO 26000 du coup. Oui. Petit mot de la fin. Au regard de ce qu'on s'est dit, quelle est votre vision du passage à grande échelle de la robotique en agriculture, avec peut-être un point clé, on va dire, vous parlez du point de vue de votre fenêtre qui est celle de votre filière. Romane, c'est parti, le coup est parti. Demain, la production de semences se fait grâce et avec des robots, ou le chemin est encore long? C'est bien parti, mais le chemin est quand même encore long avant que ça puisse arriver vraiment à production de semences. Ouais. Il y a des choses qui sont mises en place. Les agriculteurs mutualisateurs sont demandeurs, donc vu qu'ils sont demandeurs et qu'ils sont là à nous soutenir, on va y arriver. Mais ça va se faire ensemble avec tous les acteurs qui rentrent. Et c'est pas des trop petites filières, c'est-à-dire est-ce que les constructeurs de robots sont intéressés par la production de semences parce que c'est des productions à valeur ajoutée, ou alors ils se disent ouais, désolé les gars, mais franchement c'est un marché de niche quoi. C'est un peu un marché de niche dû au fait aux petites surfaces, parce que c'est vrai que du coup il y a toujours cet aspect du coût qui fait que ce qu'ils veulent, c'est quand même arriver à vendre leur robot, et pour arriver à vendre un robot, il faut qu'il soit rentable aux yeux de l'agriculteur. Donc c'est vrai que c'est pas vers nous qui viennent d'abord. Il y a quelques agrocommunautés qui viennent pour nous dire voilà, on a un robot qu'on a développé et on aimerait qu'il soit diffusé plus largement et dans la filière production de semences. Et donc on est là pour justement les accompagner, pour voir ce qui est du coup déjà opérationnel, ce qui l'est moins. Mais la plupart du temps, c'est nous qui venons vers eux en disant vous avez un robot qui est intéressant, il faudrait qu'on essaye de voir si ça ne peut pas être diffusé justement aux producteurs de semences. Merci Romane. Du coup Marine, même question, est-ce que ta vision, est-ce que tu es enthousiaste sur le passage à l'échelle de la robotique en fruits et légumes, et si oui, peut-être on commence par laquelle? Alors à grande échelle, ça va pas être dans l'immédiat. Clairement, ça arrive. On voit, il y a des choses qui sont intéressantes. Ça commence à se développer en viticulture ou dans d'autres secteurs. Clairement, en culture légumière, on a quand même pas mal de solutions qui sont sorties et qui ont été testées chez des producteurs. Donc on voit des intérêts. Après, à voir, je suis pas sûre que ça va révolutionner toute la filière non plus. En arboriculture, on a un gros sujet aussi qui va être la question du coût. On est dans des cultures qui sont très complexes et on va demander de travailler des tâches très complexes. Donc, tout à l'heure, on parlait du fait que la main-d'œuvre n'était pas assez chère. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque on a aussi une question de qui est prêt à porter le coût de ce développement. Quand on veut développer un robot ultra complexe, c'est un coût réel. Et comment ce coût va être amorti? Est-ce qu'on va augmenter le prix du fruit ou pas? Et là, qui paye? Est-ce que c'est le producteur, le consommateur, la société? Ça, c'est des gros sujets qui sont à travailler si on veut développer la robotique. Et surtout valoriser tous ces bénéfices induits en termes sanitaires, environnementaux. Je regardais Xavier Reboul qui tout à l'heure m'avait un peu titillé en me disant dans l'analyse de la rentabilité, ne pas oublier toutes les externalités qui mériteraient d'être réintégrées dans le prix. Et il y a peut-être une rentabilité là à aller chercher. Finalement, au-delà du seul agriculteur. Mais complètement. Là, on innove en termes de modèle économique, encore une fois. Qui porte ce coût. Et aussi, tout le sujet de relier vraiment ce développement robotique aux besoins agronomiques. Il faut identifier que c'est un levier et que ça ne va peut-être pas être la solution à toutes les problématiques. Il faut vraiment s'intéresser à savoir où la robotique va être intéressante. Est-ce que c'est pour du désherbage? Est-ce que c'est pour de la récolte? Est-ce que c'est pour autre chose? Et justement d'identifier bien tous ces bénéfices. Une vision, à ton avis? On se lance. Allez hop, on plonge. La récolte, le désherbage. La récolte, c'est clairement un besoin. La question, c'est l'amortissement de ce coût, puisqu'on va avoir besoin de solutions ultra complexes. Mais on peut développer aussi des solutions
intermédiaire, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'avoir un robot qui fait tout de A à Z, mais avoir un robot qui va nous aider sur certaines tâches ou sur une partie de cette tâche. On parlait de gestion de la pénibilité, exosquelette, robotique, c'est ça que tu évoques. Voilà, toutes les choses intermédiaires et qui vont vraiment être dimensionnées à un besoin. Il y a des contraintes et c'est là où il y a beaucoup de travail à faire, d'autant plus qu'on a, comme disait Roman, des filières très diversifiées, dans certains cas des filières relativement petites. Donc avant de penser là, il y a peut-être des solutions intermédiaires qui permettraient de bien dimensionner ce d'avancer. matériel aux besoins et aux contraintes. Simon, le mot de la fin, votre vision sur comment réussir le passage à grande échelle de la robotique en agriculture. On va y arriver ? On devrait y arriver. Après, il faut que ça réponde à des enjeux. Et une manière les enjeux qui se présentent, c'est la perte de matière active phytosanitaire sur un certain Oui, ça, a priori, on ne va pas aller dans l'autre sens. On va plutôt... On va dire qu'en ce moment, il y a un peu de flottement depuis... un certain nombre de mois. Mais par exemple, sur la question du désherbage, c'est pas par hasard. Aujourd'hui, il y a énormément d'intelligence artificielle qui est développée sur la reconnaissance sur les cultures de carottes. C'est une des cultures légumières qui est en train de perdre vraiment des matières actives efficaces dans le désherbage en conventionnel. Et là, pour le coup, ça va être soit un arrêt de la culture, soit d'autres solutions qui vont être trouvées. Donc il y a des enjeux quand même de filière derrière qui sont importants, même au-delà de la question environnementale, carbone. On sait que l'innovation en est de la contrainte, et là on en a peut-être une belle de contrainte. Sonia, justement, votre vision, on va y arriver ? Moi, je suis convaincue qu'on va y arriver. Après, ou est-ce qu'on y arrive déjà, en fait ? Et vous êtes un témoin de ça ? Nous, on y arrive, mais on reste marginaux dans la plaine. Après, je pense que les gens ont besoin d'être rassurés, qu'on éprouve un petit peu les systèmes, les machines, et puis une fois que on aura passé ce cap, ça va se développer. L'agriculture n'a jamais été en reste par rapport à l'innovation, donc je ne suis pas inquiète sur ce fait-là. Par contre, il faudra faciliter l'accès, donc il faudra un soutien des partenaires bancaires, un soutien aussi en termes financiers d'aide, et puis peut-être imaginer d'autres solutions, la prestation, la location. Je pense qu'il ne faut pas se fermer dans un modèle, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place, on est dans l'innovation, innovons jusqu'au bout. Oui, et aussi dans les modèles économiques. Thomas, mot de la fin. Le passage à grande échelle de la robotique, elle va se faire de gré ou de force, c'est déjà un peu ce qui a été dit, l'innovation sous la contrainte. On va avoir de toute manière de moins en moins de molécules herbicides, de manière de lutter chimiquement contre les adventices, et on n'a pas 36 000 moyens de lutter autrement que par le mécanique et via des technologies d'ultra précision que sont les robots. Après, justement, on va dire que dans un futur proche, on n'y sera pas encore dans la grande échelle, mais le futur lointain, c'est sûr. Je peux envie de dire, dans le futur proche, c'est plus à nous maintenant, instituts, autres organismes, INRAE, de préparer cette transition, on va dire d'essuyer les plâtres à la place des agriculteurs, pas que ce soit à eux dans quelques années qui nous disent vous n'avez pas anticipé ce problème-là, et c'est tous les enjeux des programmes Parsada, c'est d'anticiper les retraits de molécules actives, et on va bosser en tout cas activement là-dessus, que ce soit Institut, INRAE, Grand Défi, sur ces solutions-là. Anticiper pour préparer le passage à grande échelle, c'est aussi ce que je retiens de nos échanges. Merci beaucoup à tous les 5, on peut les applaudir vraiment, je pense, hyper chaleureusement.